Bonjour à tous et puis merci d'avoir donc répondu présent pour nous rencontrer et pour échanger avec nous. Avant de démarrer sur les slides, peut-être rapide présentation de nous deux. Donc moi, je suis responsable corporate finance pour les constructeurs du bois. J'ai rejoint l'entreprise familiale il y a un peu plus d'un an maintenant, après des études à Sciences Po et un master finance. J'ai travaillé en fusion-acquisition. L'univers de la finance d'entreprise m'est forcément un peu plus familier de par ces expériences. Et j'ai fait le choix après de rejoindre l'entreprise familiale à Épinal pour consolider et structurer davantage avec mon père la stratégie globale financière et de développement d'LCD. Voilà. Donc je laisse mon père se présenter également. Écoutez, bonjour à tous. Ravi aussi de participer à ce genre de réunion. C'est toujours intéressant pour nous de répondre aux questions et de se rendre encore plus lisible par ce genre d'intervention. En 2 mots, Lucas va venir un peu sur une présentation d'entreprise, mais j'ai créé l'entreprise en 2010 après un parcours dans le bois, puisque je suis d'origine de formation ingénieur bois construction à l'école d'ingénieur de l'INSTI d'Épinal. Épinal qui se veut la capitale du bois, parce que proche des forêts lorraines et vosgiennes. Et ma carrière a été consacrée au bois par déjà la première transformation. Je travaillais en scierie, qui m'a donné une compétence assez intéressante en matière de connaissance de la première transformation de notre matière première. Et pour début des années 2000, repartir vers le bâtiment et la construction, déjà par la maison individuelle, et puis créer les constructeurs du bois dans une branche promotion, qui est une société de promotion en 2010. Et depuis 2010, nous avons donc développé pas mal de projets et un concept de promotion immobilière utilisant énormément le bois. On était au début un peu des originaux, et puis la vie fait que les choses changent, et c'est surtout les normes qui, au niveau de l'entreprise, ont changé beaucoup de choses pour nous, puisque 2018-2019, on commence à parler beaucoup de décarbonation dans le bâtiment. Et on arrive à la RE 2020, et la RE 2020, pour nous, c'est un boulevard, puisqu'on a tous des critères qui nous positionnent comme en quelque sorte des leaders de la construction, dans le sens où on répond facilement à la norme, sans trop de contraintes, et on est déjà très devancé, et on devance déjà les normes d'aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu... une brève présentation du parcours et de ce qu'on a créé. Et je vais donner la parole à Lucas qui va rentrer dans les détails. Merci. Ok, donc c'est parti. Alors, je vais reprendre certains points que mon père a déjà soulevés, donc je passerai rapidement là-dessus. Mais donc, on existe effectivement maintenant depuis une petite quinzaine d'années à Épinal. Et donc, le groupe Les Constructeurs du Bois s'est créé avec l'objectif de créer des programmes et de développer des programmes immobiliers en utilisant majoritairement le matériau bois et des matériaux biosourcés, de manière à répondre à des contraintes urbaines, écologiques et puis d'habitation confortables et durables, qui sont celles qu'aujourd'hui on estime être essentielles pour l'usager. Donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré là-dessus, proposer des programmes immobiliers consciencieux d'un point de vue environnemental on a perdu Lucas. Effectivement. C'est juste Lucas, oui, François. C'est juste Lucas, moi je suis encore là, vous m'entendez? Oui. Ça a coupé, je pense. Ah, c'est bon. Bon, j'allais reprendre, mais je te laisse. Ouais, ça a coupé net. Désolé, excusez-moi. J'en étais sur les petits logos qui nous caractérisent un petit peu. Donc, on y reviendra un peu plus tard, mais on a signé très tôt, nous, le pacte bois biosourcé pour justement un peu marquer notre engagement pour la construction bois, puisque systématiquement, on atteint le niveau hors du pacte bois biosourcé, puisqu'on a tout le temps plus de 50% de matériaux bois dans nos réalisations. Donc, le niveau hors de ce pacte est atteint à partir de 40%. Et ensuite, le label Bois de France, qui est un label qui nous tient à cœur, puisque c'est un label qui va prêter attention à la provenance du bois et à la provenance de la transformation de ce bois. Donc, nous, en étant certifiés Bois de France, on certifie que majoritairement, les bois issus de nos constructions ont été prélevés dans les forêts françaises, ont été transformés dans des entreprises
françaises, et majoritairement en plus, nous, dans des entreprises du massif des Vosges, puisqu'effectivement, on vient de là-bas et il y a une certaine cohérence que de travailler avec des partenaires de la filière bois qui sont également issus du massif des Vosges comme nous. Donc, on fait vivre la filière locale de ce point de vue-là et on favorise les circuits courts. Également, autre logo dont on peut parler, donc champion de la croissance depuis 3 ans, puisque on a l'honneur d'être mentionné parmi les 500 entreprises avec des taux de croissance importants ces 3 dernières années. Donc, les Échos nous a mentionné à ce niveau. Donc, c'est plutôt intéressant pour nous de pouvoir l'afficher parce que ça montre qu'on est vraiment dans des perspectives de développement assez importantes ces dernières années. Et puis ensuite, on est de plus en plus nominé dans des prix nationaux qui récompensent les professionnels et les acteurs de l'immobilier, comme dans le cadre des trophées logement territoire organisés par ImoWeek, ou encore dans le cadre du challenge de l'habitat innovant organisé par la Fédération française du bâtiment. Donc on a participé l'an dernier, on a terminé deuxième pour une réalisation que je présenterai un peu plus tard. Et il faut aussi dire qu'on est une société cotée en bourse depuis octobre 2020 sur le marché Access d'Euronext. Et ça a aussi contribué effectivement à cet élan de développement qu'on connaît ces 3-4 dernières années. Slide suivante. Donc, je parle de groupe puisque au-delà du promoteur, les constructeurs du bois, qui va vraiment être le chef d'orchestre global du projet de A à Z, on a aussi 3 autres entités qui travaillent au sein du groupe. C-Solutions, qui est notre bureau d'études intégré. Donc ça, c'est vraiment une force et vous l'avez peut-être déjà lu dans nos présentations. Le fait d'avoir un bureau d'études intégré qui va être capable d'appréhender toutes les normes, tous les besoins technico-économiques qu'un bâtiment doit recouper. Ça nous permet vraiment d'être proactif, flexible et puis plus efficace dans la manière de concevoir un projet bois, parce qu'il faut savoir que la plupart des personnes qui composent notre bureau d'études sont, comme mon père, issus de la formation NSTIB, l'école ingénieur bois. Et donc le fait d'avoir vraiment conscience des spécificités du mode constructif qui est le fait de construire en bois, ça donne tout de suite plus de facilité à concevoir un projet bois de A à Z, et ce qui est parfois pas possible pour des promoteurs qui externalisent la compétence bureau d'études, qui ne pourront pas forcément avoir la main sur le produit de la phase développement jusqu'à la phase livraison. Donc en ce sens, c'est vraiment un atout important pour nous, et nos besoins en recrutement sur les prochaines années se caractérisent essentiellement sur cette société, puisque c'est finalement le nerf de la guerre lorsqu'on développe nos programmes. Voilà. Ensuite, on a aussi LCB Technique. Donc, on a aussi cette capacité, non pas d'intervenir en tant que maître d'ouvrage, mais simplement en tant que maître d'œuvre. Donc là, on a un client qui arrive avec un projet, avec un foncier déjà acheté, et nous, on va simplement lui fournir la prestation bâtiment, la prestation bâtiment tertiaire. Donc là, c'est vraiment notre capacité d'intervenir en tant que contractant général avec la maîtrise bois, puisque là encore, C-Solutions intervient de pair avec LCB Technique. Et puis, on a aussi une autre société, LCB Immo, qui là regroupe nos activités de gestion locative sur le secteur spinalien, donc vraiment à 40 km autour d'Épinal, je dirais, et aussi notre capacité de commercialiser en direct nos biens, puisque vendre spécifiquement un logement bois, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Je parle donc des agents immobiliers, et donc on aime bien effectivement devenir de plus en plus indépendant à ce niveau pour vendre de la meilleure des façons ce qu'on produit au quotidien. Et il faut rappeler aussi également qu'on a 4 segments d'activité développés principalement, qu'on a essayé de regrouper dans 4 marques que vous pouvez voir à l'écran. En fait, au départ, on s'est spécialisé dans la construction de maisons médicales. Dans un second temps, on a aussi été capable de réaliser des résidences seniors, résidences services seniors. Et on a aussi développé nos premières micro-crèches. Et à la fin, on a eu un premier projet pilote à Épinal qui nous a donné l'idée véritablement de partir sur cette marque EcoCity avec notre capacité de proposer un écoquartier qui englobe tout un tas de thématiques qui font sens et qui regroupent ce que je disais un peu avant, l'aspect écologique, l'aspect du bien vivre et l'aspect de la mixité sociale et intergénérationnelle également. Et donc, les écoquartiers qu'on développe, finalement, ils englobent aussi les différentes marques que peuvent être Médicentre, Paysage et Récréation, puisque de manière assez standard, on va essayer de favoriser une mixité sociale et intergénérationnelle et de proposer du service de proximité aux futurs usagers de nos écoquartiers. Et c'est en ce sens qu'on arrive donc à proposer la plupart du temps une maison médicale qui est directement intégrée au quartier ou une micro-crèche pour que ça puisse bénéficier aux jeunes parents qui garniront
nos quartiers. Donc voilà, en synthèse sur la présentation. Donc maintenant, ce qu'on a dit là, on le fait avec une équipe de 18 personnes, décomposée en 3 pôles principaux, que sont le pôle administratif, le pôle commercial et marketing, et le pôle technique bureau d'études que j'ai présenté un peu plus tôt. Et on a un comité de direction avec des personnes avec un peu plus d'expérience qui se réunissent pour un petit peu encadrer ces différents pôles. Donc on est actuellement 18 personnes. On a la volonté dès cette fin d'année de passer à 20 collaborateurs. Et je vous le dirai un peu plus tard, on le verra ensemble, on a vraiment cette volonté de grossir encore d'un point de vue humain pour assumer notre développement en termes de programme sur les prochaines années. D'un point de vue juridique, donc, on a une holding de tête, CFD Capital, qui détient majoritairement la société mère Les Constructeurs du Bois, qui elle-même détient majoritairement les filiales que je présentais un peu plus tôt, avec en plus de ça plusieurs SCCV qui ont été créés et dans lesquels se logent nos différents programmes, les programmes les plus importants, je dirais. Et donc, on a 8 SCCV ouvertes à ce jour. Et lorsqu'on consolide toutes ces sociétés, on arrive à un chiffre d'affaires conso de 15 millions à fin 2023. Je rentrerai dans les chiffres un peu plus tard dans la présentation. Rappel marché aussi, c'est important de souligner. Donc, je le disais plus tôt, on est signataire du pacte bois biosourcé puisqu'on construit en bois. Et ça veut dire qu'on a un certain totem constructif, un mode constructif qu'on privilégie lorsqu'on bâtit. C'est à peu près sensiblement la même chose sur tous nos programmes. On a un rapport bois-béton à 75-25. Donc 75% de construction bois et 25% de part béton dans un programme. Assez classiquement, on aura le rez-de-chaussée en béton avec l'élévation de la cage ascenseur et la cage escalier en béton pour apporter l'inertie au bâtiment. Et le reste, on viendra élever en bois avec mur et façade ossature bois, que ça soit en R+1 ou jusqu'à R+5. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise plutôt bien et ça devient véritablement la norme d'un point de vue construction pour ce qu'on peut réaliser au quotidien. Et ça a des conséquences positives sur ce qu'on propose, puisque en construisant de la sorte, d'emblée, on divise par 2 notre impact carbone. Donc ça, c'est une chose. Et autre chose, on a un impact matière qui est réduit, puisque le volume bois-béton, bien qu'on ait un rapport 75-25, en termes de volume, on a un rapport 1/6, et en termes de masse, on a un rapport 1/10. Donc, l'impact matière est réduit, l'impact carbone l'est également. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à souligner. Et c'est vraiment ce qui fait notre force et notre différence. En construisant en bois, on atteint vraiment ces seuils environnementaux et normatifs que nous impose la législation. Et donc, on répond facilement à la réglementation environnementale 2020, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les promoteurs. Et on atteint même des seuils en avance sur cette réglementation environnementale, principalement le seuil 2025, qu'on maîtrise aujourd'hui plutôt assez bien. On a certains programmes qui répondent déjà au seuil 2028 et au seuil 2031. On y reviendra là aussi peut-être un peu plus tard, pourquoi pas dans les questions dans un second temps. Autre petit rappel, on est très peu en France à maîtriser véritablement la construction bois, avec des promoteurs bois identifiés. Une étude ZERFI qui a 3 ans maintenant nous identifiait parmi les 3 promoteurs nationaux à construire majoritairement les programmes en bois. On a donc bien sûr Wideum premièrement, mais qui a été depuis racheté par Altarea, le numéro 1 immobilier en France. Et on a ensuite RE Habitat qui est un promoteur parisien, qui est aussi bien ancré sur le territoire parisien. Et ensuite, il y a le promoteur vosgien et les constructeurs du bois qui débarquent pour compléter le podium. Et ça montre bien qu'effectivement, il y a un marché exponentiel au niveau du secteur et au niveau de la construction bois, parce qu'on a de plus en plus, le bois prend de plus en plus de parts de marché dans le secteur immobilier. Par contre, on a encore très peu d'acteurs spécialisés et capables de répondre aux exigences de la construction bois. Et donc, c'est important de le souligner. Petit focus aussi sur notre démarche RSE. Les différents collaborateurs qui rejoignent LCB sont en général même entièrement dévoués à la démarche RSE. L'année dernière, on leur avait demandé de classer par ordre d'importance selon eux les différents enjeux, le sens d'une démarche RSE au sein d'une entreprise. Et pour eux, ça favorise premièrement le bien-être social pour le collaborateur. Deuxièmement, c'est impactant d'un point de vue environnemental que de développer cette démarche RSE. Troisièmement, ça donne un sens plus particulier à la mission des collaborateurs. Ça renforce l'image externe du groupe et ça nous donne aussi peut-être un avantage concurrentiel.
Donc, on voit bien que la démarche RSE, c'est quelque chose qui plaît en interne et c'est quelque chose qu'on développe au quotidien en composant plusieurs comités RSE. On a un comité carbone, on a un comité gestion de la biodiversité, on a un comité bien-être social. Et donc, les différents collaborateurs sont amenés de temps en temps à se réunir et proposer des solutions, des nouvelles missions, des nouveaux achats qui vont nous permettre de verdir un peu notre manière de faire au quotidien sur nos enjeux RSE. Et plus concrètement, maintenant, si on part en phase chantier, en phase programme, on a développé une charte EcoCity qu'on systématise lorsque l'on conçoit des écoquartiers pour justement pouvoir avoir des thématiques puissantes derrière et qui caractérisent vraiment un écoquartier comme on souhaite l'entendre aujourd'hui. Et donc, on a 3 piliers principaux qui définissent cette charte, que sont l'humain, l'environnement et le bâtiment. Donc, ça va vraiment être livrer des bâtiments qui vont être consciencieux d'un point de vue environnemental et qui vont intégrer l'usager pour qu'il puisse se sentir bien dans les programmes qu'on lui propose. Et donc, ça regroupe donc une vingtaine de thématiques, en l'occurrence, qu'on essaye au maximum d'intégrer dans les différents écoquartiers qu'on développe à travers la région Grand Est. Rapidement, donc quelques réalisations jusqu'à présent à vous présenter. Donc, je les ai séquencées en quatre marques, donc, que sont nos 4 segments d'activité principaux. Donc, d'abord, les différentes maisons médicales qu'on a pu réaliser au départ sur le bassin vosgien. Et puis, ensuite, on est allé jusqu'à Metz avec la maison que vous pouvez voir en haut à droite, la maison médicale de Sainte-Rufine. Donc, c'est vraiment un savoir-faire qu'on a acquis au fur et à mesure des années. Et donc, aujourd'hui, on va le systématiser quasi systématiquement dans nos écoquartiers. Résidence-service ensuite, donc aussi bien des résidences seniors que des résidences étudiantes, avec, et celle-là, j'en parle un petit peu plus parce qu'elle nous tient plus à cœur. Dans notre écoquartier à Épinal, on a réalisé une résidence étudiante qui loge les étudiants de l'ENSTIB. Donc, on a d'abord les étudiants de l'ENSTIB qui ont planché sur cette résidence étudiante. On leur avait demandé rapidement, lors d'un travail long sur une année, d'étudier, de nous dire pour eux quelle serait une résidence étudiante idéale dans un écoquartier du futur en quelque sorte. Et donc, ils ont, avec notre architecte, dessiné les contours de ce à quoi allait ressembler leur future résidence étudiante. Et aujourd'hui, on est heureux de les accueillir dans cette résidence étudiante pour les promos futurs. Et donc, c'est vraiment une chouette collaboration qu'on a réalisée. C'est pour ça que je souhaitais un peu le mettre en avant. Et puis, en parallèle de ça, on a aussi 2 autres résidences seniors en service depuis 3-4 ans. Les microcrèches, donc on en a encore peu. Celle qu'on peut mettre en avant, c'est la microcrèche d'Épinal, qui est composée de 8 à 9 enfants. Donc, on est toujours sur ce concept de microcrèche, donc jamais plus de 10 enfants accueillis dans les microcrèches que l'on développe. Et ensuite, donc, les écoquartiers, avec l'écoquartier d'Épinal que je vais présenter plus largement juste après, et l'écoquartier de Bouxières-aux-Dames qui est en phase finition. Et on a aujourd'hui 6 écoquartiers en développement, soit en phase chantier, soit en phase projet, avec un permis de construire obtenu et un client derrière cet écoquartier, parce que principalement, on y reviendra aussi, on vend aujourd'hui, du fait de la conjoncture, principalement en bloc. Et lorsqu'on développe des écoquartiers, on le fait aussi main dans la main avec nos clients institutionnels, que sont les différents bailleurs sociaux nationaux qui sont avec nous dans cette démarche. Et donc, je présente un peu plus largement, mais rapidement quand même, je me dépêche, le projet pilote, l'EcoCity d'Épinal, puisque donc là, vraiment, on a l'entièreté des segments d'activité qu'on a pu présenter juste avant. On a du mix social, avec des logements sociaux et des logements privés. On a du mix intergénérationnel, avec une microcrèche et une résidence étudiante. Et on a du service de proximité, avec une maison médicale et une pharmacie. Donc là, c'est vraiment un projet qui caractérise totalement notre marque EcoCity. Au-delà de ça, on a toujours ce rapport 75% bois, 25% béton qui prédomine. Et on a aussi des concepts qui caractérisent l'écoquartier, que peuvent être les jardins partagés, un local vélo pour l'entièreté du quartier, des toitures végétalisées, un raccordement au réseau de chaleur urbain. Là aussi, c'est quelque chose d'important. S'intéresser au système chauffage pour proposer un quartier éco, c'est forcément essentiel. Et donc là, on est raccordé au réseau de chaleur urbain de la ville avec une chaudière collective qui dessert la chaleur vers les différents logements. Et donc ça, c'est encore un concept important à maîtriser au sein d'un écoquartier. Et enfin, on met en avant la mobilité douce lorsque c'est possible. On essaye au maximum de reculer la voiture et de sortir le parking du quartier pour vraiment créer les conditions
d'un environnement agréable dans lequel les habitants vont pouvoir se retrouver dans des squares partagés, dans des jardins partagés, etc., etc. Et ça, on ne pourrait pas le faire si on avait une voiture en dessous de chaque logement. Donc, on a livré la première tranche en 2022 et la dernière sera livrée en cette fin d'année avec les derniers logements privés. Quelques autres programmes en cours et à venir qu'on vous présente synthétiquement. Le plus emblématique d'entre eux, c'est l'écoquartier de Villerupt-Cambonne qu'on a démarré l'année dernière. Il faut savoir qu'on a remporté 150 lots en 2022 auprès de l'EPA, donc l'établissement public d'aménagement d'Alzette Belleval, qui est vraiment un EPA d'intérêt national qui s'est développé à la frontière du Luxembourg pour réaménager toutes des friches et pour recréer vraiment, pour créer les conditions d'accueil des différents travailleurs frontaliers qui pourraient venir y habiter. Et donc, nous, on a remporté 150 lots sur un programme massif de plus de 500 lots. Et on est rentré en phase chantier en novembre de l'année dernière. Et on a déjà, donc, comme vous pouvez le voir ici, un bâtiment qui commence à voir le jour et qui a été vendu à CDC Habitat et qui sera livré à CDC Habitat dès le mois de janvier 2025. Et qui atteint donc le seuil 2028 pour ce bâtiment à proprement dit. On a aussi un immeuble à destination de seniors qu'on a vendu à Vaugelis, qui est un bailleur social local. On est là aussi en phase chantier. Et donc, on atteint le seuil 2028, voire 2031 sur certains indicateurs. Donc là encore, c'est un programme qui nous occupe pas mal cette année et qui nous tient à cœur. Et puis ensuite, on a plusieurs programmes. Je vous les fais pas tous parce que lorsque j'avais tout détaillé à l'ITA, je m'étais fait un peu taper sur les doigts parce que j'en avais trop dit. Donc là, j'ai essayé d'un peu regrouper tout ça. Et donc, on a voilà, globalement encore quelques écoquartiers, des résidences de centre-ville qu'on développe à Épinal, mais on sort aussi un peu de nos terres puisqu'on a aujourd'hui des programmes en Meurthe-et-Moselle à Nancy et jusqu'à Montbéliard, donc au sud de la région Grand Est. On pourra revenir aussi un peu plus rapidement, un peu plus largement ensuite sur d'autres programmes si vous le souhaitez. Donc concrètement, aujourd'hui, quelles sont nos perspectives et quels sont nos chiffres? Donc on est 18 collaborateurs avec un potentiel d'accueil d'une dizaine de nouveaux collaborateurs sur les 2 prochaines années. On se développe principalement à travers la région Grand Est et on commence un peu à prospecter à travers d'autres régions que peuvent être la région parisienne, la région Bourgogne-Franche-Comté, voire région Rhône-Alpes. Et on a aussi un intérêt en région PACA, puisque là, on a la sensation qu'il y a très peu de construction bois qui voit le jour en région PACA, alors que le matériau bois peut encore mieux répondre dans le sud que dans le nord, surtout au niveau de la notion de confort d'été. Donc, avec des bâtiments plus résilients construits en bois, ça peut être plus intéressant de s'installer et d'en proposer en région PACA. D'un point de vue chiffre, donc, je le disais un peu plus tôt, donc on a connu un taux de croissance assez important ces dernières années pour arriver à 15 millions en consolidé à fin 2023. Cette année, on vise un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions. Et donc, on a un potentiel de développement que vous pouvez voir sur cette slide avec un volume d'affaires global 2023-2029 qui représente 200 millions d'euros. En synthèse, on souhaitait aujourd'hui, et puis à travers la démarche qu'on entreprend avec l'ITA, on souhaite vous solliciter pour nous accompagner dans notre développement, donc avec un cadre de l'opération que je rappelle. Donc, on a un montant on vise jusqu'à 2 millions à travers cette dette. Le montant minimal 1 million qu'on atteint pratiquement puisque donc hier soir j'ai regardé, on était quasi à 900 000 en montant collecté. Cette dette l'ITA, on la percevra avec des indicateurs qu'il nous faudra tenir, et c'est des indicateurs qu'on a travaillé avec l'ITA cet été. Et donc je les rappelle ici. On va s'engager à mettre en œuvre plus particulièrement ces 2 indicateurs que sont donc le fait d'augmenter la part de notre surface totale livrée qui répondent au seuil 2028-2031. Donc, on est déjà dedans, mais on va essayer d'intensifier la démarche avec des objectifs en pourcentage et en mètres carrés livrés chaque année. Donc, ça, c'est un engagement qu'on prend avec vous à travers cette future collaboration. Et le deuxième indicateur aussi qu'on souhaite mettre en avant, il faut savoir qu'il y a 15 lots construction pour construire un bâtiment. Donc, on a le lot électricité, on a le lot chauffage, on a le lot gros œuvres, etc. etc. Nous, on va s'engager aussi à travers cela à intensifier la démarche de décarbonation de ces lots construction en ayant un regard un peu plus particulier sur les démarches d'innovation qu'on pourrait entreprendre à travers ces différents lots. Et donc,
c'est encore une fois un indicateur qu'on prend aujourd'hui et qu'on va tâcher de remplir ces prochaines années. Pour vous, l'objectif en nous rejoignant, c'est de nous accompagner dans notre croissance, bien évidemment, c'est de consolider nos besoins futurs en termes de BFR, de soutenir nos frais de recrutement, puisque je le disais un peu plus tôt, on va renforcer notre bureau d'études pour être encore plus impactant dans la démarche. Donc c'est un autre objectif. Et le dernier, c'est donc de renforcer nos moyens que l'on peut mettre en œuvre à des fins de développement de projets donc verts, de R&D et d'éco-conception. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je ne sais pas si tu souhaites compléter un petit peu ou sinon on peut d'ores et déjà passer à l'échange avec vous. Voilà. Non, en rajouter, ce sera peut-être beaucoup, mais parfait. Moi, j'ai hâte de répondre aux questions parce que je l'ai vu du côté. J'ai pas eu le temps de regarder. On va y passer. Merci. Merci Lucas pour cette présentation très détaillée. Et voilà, nous sommes ravis chez Lita de participer au financement d'acteurs comme vous et de permettre donc à des particuliers de participer à cette levée de fonds. Et donc rapidement, pour rappel, il s'agit d'un investissement donc en obligations avec un taux d'intérêt annuel fixé à 9% sur 4 ans. Donc, si vous avez des questions en tant qu'investisseur potentiel sur les conditions de l'investissement ou autre, n'hésitez pas. Fanny, du coup, on te laisse distribuer les questions. Oui. Vous m'entendez pas? J'étais en train de parler, pardon. Si, on vous entend. Ah, ok. Oui, du coup, je vais distribuer les… Moi, je vous ai perdu, je pense, je vous entends plus. Ah. Ok, bon, je pense que ça va revenir. Donc voilà, prendre rendez-vous avec un conseiller si jamais vous avez des questions sur les conditions de l'investissement. Donc on va passer… Tu m'entends? Oui, j'entends. Ouais. Ah, Non. mais je pense que c'est Je n'entends pas Fanny. Et François, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Okay, bon, je pense que c'est du côté de Lucas. Bon. Il y a un petit bureau, donc… Donc voilà, on va passer à l'échange et aux questions-réponses. Donc effectivement, on a déjà quelques questions inscrites dans l'onglet. On va les reprendre dans l'ordre de celles qui ont été posées en premier. Alors la première question, c'est celle de Cyprien, qui demande concernant les bois prélevés dans les forêts, est-ce que les entreprises qui s'en occupent pratiquent la coupe rase, qui est une catastrophe pour la faune et la flore locale? Alors, on a beaucoup de questions là qui se regroupent un peu sur cette thématique de que va devenir la forêt si on la transforme en maison. En fait, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'en France, on a un organisme qui s'appelle l'ONF, qui a pour vocation de gérer la forêt. Alors moi, quand j'étais scieur, on en allait toujours après l'ONF parce qu'elle ne nous mettait jamais à disposition ce qu'on voulait. Mais en réalité, il y a quand même, avec le recul et les années, une vraie gestion de notre patrimoine forestier. Et déjà, dans un premier temps, sur les volumes de bois. Il faut savoir qu'on n'exploite que 75% de la croissance annuelle. Ce qui signifie que chaque année, on stocke 25% du bois qui vient de pousser. Donc, on a de plus en plus de forêts. On en a plus que ce qu'on en avait hier et on en aura encore plus demain. Donc, on a cette rigueur qui dit que on ne va pas détruire notre patrimoine forestier et qu'on aura toujours une ressource. Après, effectivement, on ne fait pas, j'ai vu dans les questions, on ne fait pas de coupe rase. On a justement cette gestion forestière chez nous en France qui est quand même beaucoup plus, surtout dans notre région, qui est la principale région qui fournit le bois d'ossature ou le bois de gros œuvre. On a une gestion sélective, contrairement à des pays nordiques où on fait des coupes à rase, des coupes à blanc, qui effectivement relèvent d'une autre méthode de sylviculture qui peut être plus catastrophique pour la faune et la flore, j'en conviens. Nous, nos bois sont issus de forêts gérées, et des forêts gérées, c'est des forêts qui sont entretenues, qui sont coupées par sélection de bois. Les bois sont sélectionnés un par un, et ils sont prélevés au fur et à mesure de leur croissance dans le patrimoine forestier. Merci François. Et donc peut-être que ça va avec une autre question qui avait été posée par…
Oui, on Bernard. avait des perspectives de ressources aussi. Oui. Ouais. Donc, quelles sont les perspectives de ressources en bois face aux risques environnementaux et la demande? Alors, c'est vrai qu'après, il y a un autre risque dont je n'ai pas parlé. On les exploite, on les gère bien, on a de la matière, on en stocke. En parallèle, on entend parler des parasites, de la sécheresse, tout ça. Effectivement, il y a des risques par rapport au réchauffement climatique sur la qualité de ce qui va pousser ou la perte de certaines essences dans les régions. Bah, c'est une adaptation permanente. Après, la forêt, c'est de la gestion à long terme. Les mesures sont quand même toujours assez prises par le gestionnaire qui est l'ONF. On voit, nous, ici, on est aujourd'hui atteint par certains parasites sur certaines essences de résineux. Eh bien, on réfléchit déjà à les substituer, à les remplacer. Donc, il faut faire confiance en cette capacité qu'on a à gérer la ressource par notre organisme qui est l'ONF. Et sur la demande du bois énergie, oui, elle est croissante. Mais en fait, le bois énergie, nous, dans les Vosges, on a été très choqués, ou les industriels ont été choqués par l'arrivée en masse de grosses papeteries qui consommaient beaucoup de bois énergie et qui ont fait des grosses chaudières qui produisent d'ailleurs l'électricité avec du bois. Mais en réalité, plus on coupe les mauvais bois dans la forêt, plus ça favorise la croissance des autres. Alors, je ne saurais pas vous dire si un jour le bois énergie va consommer le bois de construction, je pense que non. Mais en réalité, il faut quand même se dire que tout ça, c'est une bonne complémentarité et c'est relativement bien géré et ça devient quelque chose de très industriel dans nos forêts de l'Est, où on est quand même très concerné par le sens de vos questions. Merci François pour cette réponse très complète. Mais Bernard, vous nous direz si vous avez besoin de compléments. On peut continuer avec une question d'Anne qui demandait comment sont vos coûts de production par rapport aux constructions traditionnelles. On est dans un marché très concurrentiel de la construction. Alors nous, c'est sûr qu'on a un avantage significatif par rapport à notre produit, le respect de la norme et même l'avance qu'on prend sur la norme. Donc on est plutôt favorisé dans l'utilisation de nos produits, mais il faut quand même qu'on reste compétitif. Donc effectivement, votre question a du sens parce que c'est ce qu'on essaye toujours de chercher. Que coûte la construction traditionnelle par rapport à nous? Restons-nous dans le coût. Alors, on y reste puisqu'on arrive à vendre. Donc ça, c'est déjà le premier indicateur. Après, quand on consulte, on s'aperçoit aussi que grâce au changement normatif, on est devenu compétitif. La construction bois avait, avant 2020, la réputation de coûter 10 à 15% plus cher que la construction béton. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, en ce qui nous concerne, de la manière dont on la pratique, on est dans les mêmes ratios de coût de construction. Donc, on est compétitif et on n'a pas de surcoût. Par contre, on a des avantages concurrentiels indéniables. Très bien, merci pour cette réponse, François. Une question plutôt tournée cible client. Donc, une question de Stéphanie qui demandait, travaillez-vous uniquement en B2B ou aussi avec des particuliers? Si vous voulez peut-être un petit peu revenir. C'est vrai qu'on n'a pas trop insisté dessus. En fait, on réinvente pas le marché, hein, on se plie en quelque sorte à la conjoncture. Ce qui fait que ces dernières années, on a muté une grande partie de notre volume d'activité sur la vente en bloc, donc la vente à des institutionnels type bailleurs sociaux. Par exemple, l'année dernière, on était sur quasi 80% de vente en bloc. Cette année, on sera même à plus de 90%. On a de gros programmes qui sortent et la plupart du temps, ils sont vendus en bloc, donc soit type LLS, soit type LLI. Nous, on aimerait bien vendre plus de particuliers. Par contre, on a un marché qui est perturbé ces 2 dernières années. Et donc, du coup, on a eu cette capacité. Là encore, je reviens sur ce que je disais un peu tout à l'heure. Le fait d'avoir un bureau d'études intégré, ça nous permet aussi de remodeler des programmes parce qu'il y a peut-être une typologie de biens qui était à destination de particuliers qu'on va pouvoir remodeler, repenser pour qu'elles puissent correspondre aux critères des bailleurs sociaux. Et donc, c'est ce qu'on a été capable de faire ces dernières années. Maintenant, effectivement, nous, on a encore des programmes où on a une part de particuliers et donc on a toujours 5 à 10% ces 2 dernières années qui sont de la vente à particuliers. Les prochaines années, on espère inverser la tendance. On souhaite plutôt être sur un rapport inversé 70-30. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Mais donc, effectivement, on s'adresse aussi bien aux institutionnels qu'aux particuliers.
Maintenant, on répond aussi à une conjoncture et à l'instant de la construction et du secteur immobilier. Voilà. Mais la question abordait aussi le fait de construire un chalet en montagne, pour un particulier par exemple. D'une manière générale, ce n'est pas le métier d'un promoteur, c'est le métier d'un constructeur. Mais nous, aujourd'hui, on a intégré, et c'est aussi un axe de développement qu'on souhaite faire, sur une entreprise LCB Technique dans le groupe, tel que vous l'a démontré tout à l'heure Lucas. LCB Technique, ça a vocation justement à répondre à des demandes qui peuvent être pro ou particulières sur des projets ciblés. Le promoteur, lui, va acquérir un foncier, évaluer un programme, le vendre soit à des particuliers, soit à des institutionnels. Si un particulier veut se faire un chalet sur un terrain qu'il possède, le promoteur ne peut pas faire. Ce ne sont pas les mêmes outils. Alors, pour le travail, c'est exactement la même chose, mais c'est juste des problèmes juridiques, d'actes de vente et d'assurance. Donc, on a créé LCB Technique. LCB Technique est l'entreprise générale du bâtiment qui est capable de répondre à des projets ciblés d'un particulier qui veut un produit ou d'un industriel ou d'un commerçant qui veut un produit sur mesure. Donc, on sait le faire aussi. Et pour l'image du chalet de montagne, ou je dirais plutôt de la maison traditionnelle, oui, c'est un axe de développement qu'on va prendre par LCB Technique dans un équilibre. Mais qui n'est pas de nature du job du promoteur. Merci à vous deux pour ces éclairages. Donc, je continue à remonter dans les, dans les questions. Il y avait une question de Bernard qui demandait, bon là plutôt lié aux produits d'investissement, quel risque que les obligations soient transformées en actions si un actionnaire le demande. Alors Bernard, du coup, on est bien sur des obligations sèches et non des obligations convertibles en actions. Donc voilà, du coup, il y a un contrat obligataire et les obligations resteront des obligations pendant la durée de vie de l'investissement. Une question de François qui demandait, donc bonjour, avez-vous une idée de la répartition des bois que vous utilisez entre forêt publique, donc domaniale, communale, et forêt privée? Ça, c'est plutôt lié au patrimoine régional. Nous, on travaille beaucoup sur le massif de l'Est. Et le massif de l'Est, de mémoire, on doit être à 80% domanial, communal et autres, et 20% privé. Donc, en principe, nos appros doivent correspondre à peu près à ça. Par contre, effectivement, de l'autre côté de la France, sur la côte atlantique, on est dans un autre ratio. Je crois que les ratios sont annexes. Et peut-être dans la continuité de cette question, Bernard demandait, question complémentaire, comment l'ONF répartit le bois disponible entre les demandeurs, notamment pour l'export? Alors, ça, c'est un vaste débat intéressant à mon avis. J'y suis un peu moins parce que j'étais très concerné par ça quand j'étais SIA. En réalité, pour moi, c'est un drame aujourd'hui. Quand j'étais SIA, je trouvais ça génial parce que je faisais beaucoup d'export. J'exportais beaucoup sur la Chine, notamment. Donc, c'est pas bien. Et aujourd'hui, la Chine, qui est une politique forestière draconienne, il y a des problèmes d'inondation. Et donc, ils ont interdit de couper les arbres en tant qu'ils repoussent. Donc, ils s'alimentent partout dans le monde et beaucoup en France. Et je trouve qu'effectivement, les volumes de vente à l'export deviennent énormes. Et je pense que le législateur ne fait rien. On perd la main-d'œuvre, c'est-à-dire que quand on exporte des grumes en conteneur à l'autre bout de la planète et qu'elles nous reviennent en petits meubles, on perd de la façon chez nous. On perd de la main-d'œuvre. L'avantage pour nous dans la construction, si on peut dégager quelque chose de positif, c'est que le bois de construction, il est quand même moins sollicité. Ils sont plutôt sur le bois qui est transformable en meuble. Quoique, j'ai appris que l'année dernière, ils ont augmenté les volumes de sapins qui sont voués à faire de la construction. Donc, je n'ai pas de réponse précise. Je suis un peu catastrophé de ces volumes-là, qui pour moi sont une perte économique pour le territoire. Mais je ne sais pas comment ils répartissent. Oui. La question, c'est comment ils répartissent. En fait, ils ne répartissent pas. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si l'ONF met des volumes à disposition au bord de route, et après les vend aux enchères, depuis quelques années, ils ont fait des contrats d'approvisionnement avec les grossilleurs, donc ce qui leur maintient quand même un volume à peu près correct d'approvisionnement. Mais c'est vrai que l'ONF, avec ce défaut de vendre aux enchères tous ses biens, tous les bois,
et ce n'était pas forcément compatible avec l'économie des industriels français. Et ça ouvrait la porte aux étrangers. Merci François pour ces informations qui répondent à Bernard. Il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant dans l'onglet, donc on arrive à peu près à 45 minutes de... Je vois que Stéphanie demandait si on pouvait revenir sur la slide des chiffres. Ah oui. Alors, tout à fait, on peut. Et Stéphanie, si vous pouvez, si vous avez une question, je te laisse la trouver, Lucas. Si vous avez une question, n'hésitez pas à l'indiquer. Et il y a une question qui a été posée entre-temps par Anne qui demandait est-ce que vous voyez un risque pour votre approvisionnement de bois de qualité? Non, parce que nous, on utilise à peu près, dans la construction, on peut utiliser quasiment tous les bois, et je dirais même, on s'est aperçu que les bois scolités, qui sont des bois parasites ici, gardent des caractéristiques mécaniques importantes pour la construction. Donc, l'avantage de la construction, c'est qu'on s'éloigne un peu, on peut s'éloigner de l'aspect visuel de la matière à partir du moment où on a la résistance mécanique. Et ça permet quand même de passer pas mal de qualité de matière. Et après, même si on avait ce problème-là, on sait faire des produits industriels tels que des lamellés collés, des produits aboutés, reconstitués. Alors, on remet de l'industrie, on remet de la colle, ok, mais la matière première reste quand même utilisable. Donc, je suis quand même très confiant malgré la croissance de la construction en bois, je suis très confiant sur l'approvisionnement qu'on peut avoir dans les années qui viennent pour répondre à la demande avec notre matière première. Super, merci beaucoup. Stéphanie donc a eu sa réponse également. Une autre question de Bernard. Alors bon, on prend encore 2-3 questions et puis je pense qu'on pourra le bois dans la construction en France, il y a des obligations de traitement. Donc effectivement, on a des obligations. L'Allemagne, par exemple, c'est l'inverse. Ils obligent de ne pas traiter. C'est un vaste débat. Il y a des normes qu'on peut critiquer. Nous, de toute façon, on doit un minimum de traitement fongicides et insecticides, de manière à ce qu'on résiste peut-être aux termites. Oui, bon, les termites, je ne sais pas de quelle région vous êtes, Bernard, mais nous, ici, quand on verra des termites dans les Vosges, je plaisante en disant on apercevra les éléphants à Marseille. On est quand même encore dans des conditions qui ne nous permettent pas d'avoir ce genre de problème. Je pense que ça existe un peu dans les Landes, la termite. C'est les seuls endroits où je pense qu'elle est reconnue en France et sur lesquels ils font des pièges à termites. Merci François. Et donc Cyprien demande, pensez-vous diversifier vos activités à l'avenir au-delà de la construction de bâtiments collectifs? On le fait déjà, puisqu'on fait déjà du tertiaire régulièrement. On fait des maisons médicales, des bâtiments tertiaires, type maisons médicales, on fait du commerce, on fait des cabinets d'avocats, on fait des choses comme ça. Donc oui, on fait autre chose, et on fait de la maison individuelle. Dans pas mal de programmes, on met de la maison en bande. Donc, je fais déjà ce type de diversification. Après, faire que de la maison individuelle, des programmes où il n'y a que de la maison individuelle, on en a certains, c'est pas ceux qui marchent le mieux. Aujourd'hui, ça devient compliqué de faire de la maison individuelle. Pour des tas de raisons, je pense que vous connaissez, on en parle relativement souvent. Oui, puis c'est vrai que dans notre type de bâtiment. Pour rebondir là-dessus, on priorise aussi des projets qui s'inscrivent complètement dans le contexte de zéro artificialisation nette des sols. Donc, on va être plus sensible à des programmes de réhabilitation de friches industrielles, par exemple, sur lesquels on va aller poser des quartiers ou des bâtiments collectifs.
plutôt que d'aller consommer du foncier supplémentaire pour faire de nouveaux habitats pavillonnaires. Donc, la maison individuelle, ça vient parfois en supplément d'un de nos programmes, ou alors de manière très ponctuelle, mais c'est pas forcément, pas du tout même la priorité de développement pour les prochaines années. Il ne semblerait pas que ce soit le produit d'avenir, d'après tout ce qu'on entend Oui. dire, même si tout le monde le rêve, le rêve de sa maison individuelle. Pour développer une entreprise, il faut qu'on soit sur des volumes. Et il ne semblerait pas que ce soit le volume. Maintenant, il y a aussi un autre type de bâtiment dans lequel on ne va pas, et on n'a pas de job on n'a rien à démontrer dans ce bâtiment-là, c'est le bâtiment commercial pur. Bon, là, c'est la place aux grandes charpentes, c'est pas. Il y en a qui savent faire, on n'a pas de plus-value à aller dans ce type de marché. Je reviens sur les petites bestioles, oui, je pense, les vers, mais c'est l'insecticide qu'on met dans les bois. Et il faut aussi dire que le bois, s'il est protégé de l'humidité dans son mode constructif, il est aussi protégé des insectes. Donc c'est l'entretien par une bonne construction qui permet d'avoir des bâtiments vertueux et donc pas sensibles au Tibet. Et on peut prendre en dernière question celle de Cyprien. La dalle bois ou la dalle béton, d'emblée, nous, sur nos programmes, on privilégie, j'allais dire rien, si, la construction en bois, mais on a quand même tendance à partir sur le bon matériau au bon endroit pour des raisons économiques et structurelles. Donc, on ne privilégie pas forcément la dalle béton, on va forcément mettre du bois partout où on peut en mettre. Mais sur nos constructions, vous allez pouvoir pu voir du béton. Généralement, ça va être le rez-de-chaussée quand on fait un collectif. Parce que l'avantage de faire un socle béton, ça nous simplifie les élévations en bois. Et donc, du coup, ça rend le projet économiquement plus viable. Ça, c'est un peu l'ingénierie du bâtiment. Donc, on aura souvent dans nos bâtiments un socle. On va poser le bâtiment en bois qui va être en béton. Donc, la première dalle sera souvent en béton, oui. Mais c'est une raison mécanique et économique. Après, le bois a toujours ce problème en dalle vers le problème de phonique. Donc, nous, on sait le faire. On sait contourner ce problème-là. Mais c'est vrai que beaucoup, dans la construction en bois, ne font du bois que sur les façades. Ce n'est pas notre cas, nous. Très clair, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va pouvoir, je pense, clôturer ce live meeting. Merci François, Lucas, de vous être rendus disponibles tous les deux. Merci aux participants. Alors oui, on a bien les questions, hein, si vous en avez encore. Il y a le support via votre page. N'hésitez pas à nous solliciter. On est bien ce qu'on fait, on est bien se faire comprendre. Et vous êtes très réactifs dans les réponses, donc merci beaucoup en tout cas de cette disponibilité. Et puis donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap, donc sachez qu'on est très proche d'atteindre le montant minimum, donc fixé à 1 million d'euros. Avec l'atteinte du minimum, donc on sécurise la levée de fonds. Voilà, donc dans tous les cas, on a encore un stock d'intentions d'investissement à convertir, donc on devrait l'atteindre très rapidement. On clôture donc a priori à la fin du mois de septembre, donc il vous reste quelques semaines. Vous pouvez creuser en lisant le dossier d'investissement donc, qui a été rédigé par les analystes de l'ITA au moment de l'analyse de l'entreprise. Et évidemment, voilà, nous solliciter, donc nous, l'ITA, si vous avez des questions sur l'investissement, et sinon directement, donc l'équipe des constructeurs du bois sur la page dédiée à la levée de fonds sur le site de l'ITA. Voilà, donc merci encore à tous et à toutes. Merci à tous. Merci, merci Stéphanie. Merci, bonne journée, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.